Jimmy Carter, 51 ans, une tête à la Kennedy, rêve de devenir le prochain président des États-Unis, dont l'élection aura lieu au mois de novembre prochain. Jimmy Carter a remporté la semaine dernière l'élection primaire de l'État de Floride dans sa course à la candidature démocrate. Et hier matin, un Gallup Poll spécial, un sondage, tenu après la victoire de Jimmy Carter en Floride, révélait que si l'élection à la présidence des États-Unis avait lieu maintenant entre Gerald Ford et Jimmy Carter, c'est Jimmy Carter qui l'emporterait avec 47 % des voix contre seulement 42 % pour Ford. Aujourd'hui, c'est dans l'État d'Illinois que se tient une autre élection primaire et c'est Jimmy Carter qui en est toujours le favori. Quant aux résultats de l'Illinois, ils nous seront connus un peu plus tard ce soir. Claude Acheroy et Gilles Courtemanche ont voulu savoir comment Jimmy Carter construisait sa candidature démocrate à la présidence des États-Unis. Et c'est en Floride qu'ils l'ont suivi au moment de l'élection primaire dans cet État. Il y a 6 ans, il parcourait presque seul les campagnes de la Géorgie, dont il convoitait le poste de gouverneur. Aujourd'hui, chacun de ses gestes est épillé par plus de 60 journalistes. Il y a 6 mois, seulement 13 % des Américains le connaissaient. Aujourd'hui, la proportion est de 80 %. Il y a 1 mois, on disait avec un certain sourire « Jimmy qui ?» Aujourd'hui, on se demande sérieusement si cet inconnu qui ne semble avoir dans ses bagages qu'une grosse provision de sourire n'est pas le futur président des États-Unis. Il n'est pas riche comme Kennedy l'était. Il n'a pas l'appui des intellectuels comme McGovern ou celui des grands du pétrole comme Lyndon Johnson. Plus surprenant encore, il vient du Sud et n'a jamais fait partie du cercle fermé qui gravite autour de la Maison-Blanche et dans les banlieues riches de Washington. Pourtant, Jimmy Carter vient de gagner la primaire importante de Floride. Pourtant, parmi tous les candidats démocrates, c'est lui qui mène. Et déjà, les éminences grises libérales cherchent désespérément un moyen d'arrêter Carter. L'ascension fulgurante de Jimmy Carter n'est ni un hasard ni un miracle. C'est le fruit d'une stratégie froidement planifiée. C'est aussi le fruit du système très complexe qui mène à l'élection d'un président américain. Jimmy Carter a jusqu'ici parfaitement profité de ce système. Peut-être parce qu'il est le candidat le mieux fabriqué, ou le candidat idéal. En tout cas, un candidat dont Machiavel serait fier. Les candidats à la présidence des 2 grands partis américains, républicains et démocrates, sont choisis par une procédure unique au monde. Au cœur de ce système, les élections primaires qui se déroulent cette année dans 32 États. Les primaires remplissent plusieurs fonctions. Elles servent à choisir des délégués qui se rendront aux 2 congrès. Elles indiquent la cote de popularité respective des différents opposants. Elles permettent à des inconnus comme Eugene McCarthy et George McGovern ou Jimmy Carter de devenir rapidement des vedettes nationales et parfois même des candidats à la présidence. Cette année, c'est chez les démocrates que la lutte est la plus intéressante. Le parti n'a pas oublié l'humiliation de la défaite de McGovern en 1972, qui n'a remporté qu'un seul État. Et il est toujours aussi divisé, tentant généralement avec difficulté de réunir sous un même chapeau des ségrégationnistes comme le gouverneur Wallace et les intellectuels de Harvard, les riches de Boston et les déshérités de Harlem. L'élection primaire de Floride constituait cette année un point tournant dans le long cheminement qui mène à la Maison-Blanche. Elle devait indiquer, entre autres, ce que pensait le Nouveau Sud, ce bloc d'États traditionnellement démocrate qui tente patiemment d'oublier son passé esclavagiste, les meurtres du Ku Klux Klan et les marches des droits civiques. Pour Jimmy Carter, c'était une élection cruciale. Après avoir gagné la primaire du New Hampshire en faisant le plein des voix conservatrices contre un ensemble de candidats libéraux,
Après avoir fait des percées chez les libéraux de l'Iowa, il devait prouver qu'il pouvait battre le gouverneur Wallace sur son propre terrain, chez les sudistes, et surtout en Floride, où le champion de la droite démocrate avait en 1972 écrasé facilement tous ses adversaires. Conservateur dans le Nord, il devait tout à coup magiquement se transformer en modéré dans le Sud. Pour Jimmy Carter, ce difficile acte de funambule semble facile, et il le réussit sans filet. Le pari de Jimmy Carter est simple, mais les moyens qu'il prend pour le gagner sont complexes et font souvent sourciller les observateurs qui le suivent à la trace. Jimmy? Yes? Hey, man, I waved at you a while ago. Good to see you, man. How old a hell of it? Good. Tell all you kid folks I said. Quand il a décidé en 1972 qu'il deviendrait le prochain président des États-Unis, Carter a parié que les Américains, 4 ans plus tard, chercheraient désespérément un nouveau Kennedy, capable par sa chaleur, son sourire et son charme, de créer une image de confiance. Les Américains, a-t-il aussi parié, ne voudront pas d'un homme de Washington, identifié à l'immense bureaucratie, à l'humiliation vietnamienne, à la honte du Watergate et aux avatars de la politique étrangère américaine. I love my country, I love my government. I know you do too. But in the last few years, the people of this country have been hurt. Dans les dernières années, nous avons été blessés. Nous avons perdu quelque chose de précieux. One is a feeling that it's our government, that we are part of it. L'impression que notre gouvernement nous appartient. Un mur a été construit, tout est secret. Notre gouvernement n'est plus efficace, plus compétent. Cela n'est pas normal aux États-Unis. The American people are honest. I don't see where our government can't be honest. The American people tell the truth. Le gouvernement n'est plus honnête. Pourtant, les Américains le sont. Pourtant, les Américains disent la vérité. 4 ans plus tard, les sondages et les résultats disent qu'il avait en bonne partie raison. L'autre partie de la stratégie consistait à profiter à fond de l'aventure des primaires, en étant candidat dans chacune d'entre elles, ce que n'a fait cette année aucun candidat. Soyons positifs un peu. Il y a eu 4 primaires. Nous avons gagné au Maine, au Vermont et au New Hampshire. Nous n'en avons perdu qu'une. MacArthur avait imaginé un scénario. Victoire au New Hampshire, terminer 3e au Massachusetts, un État trop libéral pour lui, et être sur un pied d'égalité avec Wallace en Floride. Il ne s'est pas beaucoup trompé. Au Massachusetts, il s'est classé 4e, et en Floride, il a facilement distancé George Wallace. Carter n'avait aucune chance de devenir président s'il n'établissait pas rapidement un rythme de croisière impressionnant où une victoire facile doit être transformée en triomphe et un mauvais résultat en victoire morale. Les primaires sont un peu comme une course de fond où le public doit avoir continuellement l'impression que le coureur réussit à maintenir le rythme qu'il s'est lui-même imposé pour franchir en premier le fil d'arrivée. Les primaires américaines sont une curieuse course. Les gagnants, facilement identifiés à un certain moment, changent rapidement. Par exemple, Jimmy Carter. Lundi, il était vraiment le meneur. Il avait gagné en Iowa, il avait gagné au New Hampshire, on prévoyait sa victoire au Vermont et on croyait qu'il serait dans les 3 premiers au Massachusetts. Mais tout est changé rapidement. Maintenant, on parle beaucoup de Jackson qui finit premier au Massachusetts et malheureusement pour lui, Jimmy Carter se classe 4e. Comble de malheur, ici à Orlando, son avion, un de ses avions, celui qui véhicule toutes les équipes de télévision, se brise. Tout va mal aujourd'hui et peut-être que demain, tout ira mieux. Peut-être que ce sera M. Carter encore qui sera en avance. But I think that this primary next week will determine whether or not Governor Wallace. Cette élection nous dira si le gouverneur Wallace peut vraiment être le candidat démocrate à la présidence. En Floride, l'objectif était Wallace. La clé du succès, convaincre une large proportion des démocrates que Wallace était l'homme d'une autre époque, le champion d'un Sud et d'une pensée qu'il fallait reléguer au grenier de l'histoire. La Floride n'a cessé de répéter Carter, joue cette année un rôle historique. Le Sud a changé et il le prouvera en reniant Wallace, et finalement, je suis le seul qui peut l'arrêter. La mise en scène a parfaitement réussi. Dans les condominiums, dans les quartiers pauvres, chez les riches de Saint-Pétersbourg et les éleveurs de chevaux d'Ocala, des milliers de démocrates ont eu honte
et ont essayé de refaire un nouveau visage au Sud. On peut se demander s'il y a quelque chose de solide derrière ce nouveau visage. Carter n'a pas véritablement de programme. Il ne publie pas de longs textes détaillés sur la sécurité sociale ou l'assurance santé. Jimmy Carter tente plutôt de faire oublier aux Américains que le pays vient de traverser la décennie la plus tragique de son histoire. Il parle d'amour et d'air pur, de franchise et de compréhension, de décence et d'honnêteté. Les États-Unis, dit-il essentiellement, constituent le plus beau pays du monde et tous les problèmes seront résolus si on choisit un président qui mettra la bureaucratie à sa place et parlera à ses concitoyens comme un père chaleureux s'adresse à ses enfants en leur donnant la bénédiction au jour de l'an. But I know that my strength and my support, my criticism, my advice will come from people like you. Je sais que ma force, mes encouragements vont venir de gens comme vous, qui n'attendent rien d'égoïste de Washington. Nous voulons un gouvernement honnête, décent, idéaliste, plein d'amour, comme les Américains, la plus belle nation au monde. Ce genre de discours n'est efficace, cependant, que s'il est précédé par une analyse scientifique qui identifie clairement les blocs d'électeurs, les clientèles qu'on veut rejoindre ou qu'on abandonne à d'autres. Une des tâches les plus difficiles dans une élection primaire pour les organisateurs d'un homme politique, c'est l'identification des clientèles. En Floride, c'est une tâche particulièrement complexe. Il y a les clientèles classiques, les catholiques, les protestants, les ouvriers, les cols blancs, mais aussi des clientèles plus spécifiques. Je pense en particulier aux vieillards, comme ici, dans cette petite ville de Melbourne. 20% des habitants de la Floride ont plus que 65 ans. Leurs besoins sont spécifiques, leurs demandes politiques sont aussi très spéciales. Il y a aussi d'autres clientèles très importantes dans cette élection. Ce sont les anciens habitants de Cuba qui ont fui Fidel Castro, la deuxième plus grande communauté juive après New York aux États-Unis, dans la région de Miami, et finalement 15% de Noirs. En Floride, ce travail délicat a été effectué avec une précision étonnante. Aucun geste n'a été épargné pour profiter le plus pleinement de ce travail de recherche. Carter a fait plus de 30 voyages en Floride depuis 13 mois. Dans la dernière semaine de la campagne, ses 2 avions, ses autobus nolisés, ses cavalcades de familiales ont suivi un plan précis comme une stratégie militaire. À son arrivée dans chaque ville, entre l'aéroport et le quartier général, un responsable local le prévient. Ici, ne pas insister sur le fait qu'il est chrétien. Où Jackson est respecté, ne pas l'attaquer. Préjugé ratio encore vivace, ne pas insister sur le fait que lui, Carter, a mis fin à la discrimination dans les emplois publics. Communauté juive importante. Le maire est prêt à l'appuyer s'il est assuré que Carter n'est pas un grand partisan de la détente. Carter enregistre tout et généralement satisfait presque tout le monde. Le blitz victorieux de Carter depuis le début de l'année a coûté cher, près de 2 millions. Une bonne partie de cet argent a été recueilli en Floride, où régulièrement il rencontre autour d'un café une vingtaine de personnes qui, pour le plaisir de discuter avec lui quelques minutes, s'empresseront de signer un chèque de 1 000 $ à la sortie. Carter ne craint pas, contrairement à d'autres candidats, ces rencontres intimes, car il est passé maître dans l'art du « oui mais », du « d'une part et d'autre part », du « peut-être » et du « il est probable ». Quand ses financiers le regardent fonctionner, ils regrettent de moins en moins leur mise de fonds. Carter est un animal politique, une sorte d'athlète qui a développé avec une aisance naturelle toutes les techniques de la séduction. Cet homme solitaire, qui ne se confie qu'à quelques intimes, cet homme qu'on dit froid et calculateur,
connaît, comme s'il l'avait inventé, la curieuse chimie qui transforme en vote une poignée de main, un sourire, une réponse rapide ou même une pirouette intellectuelle. C'est dans la rue qu'il est chez lui. Mr. President, with you all the way. Well, thank you. You work hard for me between now and Tuesday, and I can believe I'll make it. Welcome. Thank you, sir. Good to see you again. Instinctivement, il devine la réponse qui fera plaisir. Magiquement, il réussit toujours à éviter la confrontation. Sur une distance de 100 pieds, pris entre les agents du service secret et les caméramans, il répond à 20 questions et gagne 10 votes. L'Angola, j'empêcherai les Cubains de recommencer. La CIA, elle sera contrôlée. Kissinger, il partira. Sécurité sociale? Ne craignez rien, madame. Le bossing, ça n'a pas fonctionné à Atlanta. L'armée, nous allons augmenter sa puissance et en même temps couper les dépenses en éliminant les capitaines qui n'ont jamais vu un bateau de leur vie. Au-delà des quelques thèmes, toujours les mêmes d'ailleurs, qui sont au cœur de sa campagne, Jimmy Carter vend surtout Jimmy Carter. Jimmy Carter, fils de famille pauvre, Jimmy Carter chrétien, Jimmy Carter père de famille, Jimmy Carter Kennedy du Sud qui a travaillé dur pour amasser un petit pécule, Jimmy Carter qui vit dans un village de 600 habitants, Jimmy Carter officier de la marine. Rien ne lui fait peur quand il s'agit de créer cette image de petit garçon comme les autres qui n'a pas été dans les grandes écoles et qui a gardé son accent rural. En fait, il est le seul politicien depuis George Washington à dire sans rire « Je ne vous ai jamais menti et je ne vous mentirai jamais ». Never misled the news media, never misled the American people. Des mensonges pourtant, Jimmy Carter en a commis quelques-uns, et souvent de gros mensonges. Ses appels à la sincérité et à la franchise n'ont pas été sans choquer souvent les journalistes qui le scrutent maintenant à la loupe. Les questions sont plus précises depuis que Carter est gagnant, les enquêtes plus fouillées et dans l'ensemble la méfiance souvent considérable. Mais Jimmy Carter est habile. Son discours est tellement vague qu'on peut difficilement le prendre en défaut et il est tellement prudent devant les caméras de télévision qu'il obtient généralement le résultat qu'il recherche. Jusqu'ici, Jimmy Carter a gagné sur presque toute la ligne. Il a remporté des victoires dans le Nord, dans l'Ouest et dans le Sud des États-Unis. Il a réussi à séduire des conservateurs et des anciens partisans de George McGovern. En Floride, les démocrates qui ont voté pour lui se divisent presque également en conservateurs modérés et libéraux. Le parfait petit candidat a peut-être trouvé la quadrature du cercle. Faire plaisir un petit peu à tout le monde, sans offenser personne. Depuis sa victoire en Floride, on peut dire que si Jimmy Carter n'est pas choisi comme candidat par son parti, personne ne le sera sans son appui. Aujourd'hui, il a le droit de rêver à la Maison-Blanche. Et à chaque jour maintenant, il écrit un peu l'histoire des États-Unis. I believe you are looking at and listening to the next president of our country.